Et puis, bah, je vous propose, déjà de vous partager de vous me donner le QR code donc en fait, vous allez aller sur WooClap et puis comme ça, les questions, elles s'afficheront quand elles arriveront au fil de la présentation et vous serez déjà sur l'appli. Normalement, ça fonctionne. Alors si ça fonctionne pas, je ne pourrai pas vous aider, à distance. Mais, voilà, je vais vous il y en a peut-être qui ont déjà testé, peut-être il y en a qui ont jamais essayé. C'est pas une première pour moi, mais presque, hein. Je crois que c'est la deuxième fois que je tente en visio, donc voilà, j'espère que ça va bien marcher. Donc je vais partager mon écran et vous allez voir apparaître le QR code ou alors vous pouvez aller sur alors est-ce que vous voyez? Parce que comme à chaque fois, je perds ouais, vous voyez bien? Donc normalement, vous avez un QR code et vous avez également ou alors vous pouvez aller sur wooclap.com et puis vous tapez le code de l'événement, 120 minutes, enfin 120 MIN et ça fera pareil. Si vous n'avez pas de quoi scanner, enfin voilà, parce il faut un outil de scannage. Donc je vous laisse tenter enfin voilà, de toute façon on n'est pas hyper pressé, hein, il est 10h02, donc je vais laisser ça à l'écran pour le moment. Et puis normalement, au fil de la présentation, les questions vont se présenter et vous pourrez du coup répondre. Alors j'ai mis volontairement des timers sur les questions, ce qui fait que vous n'aurez pas un temps infini pour répondre. Donc voilà, après c'est un premier essai quasiment pour moi, donc si je vois que ça marche pas bien, bah, la prochaine fois je mettrai plus de temps ou enfin voilà, mais j'avais testé sans timer et en fait, c'est compliqué. Donc du coup, il y a un timer, je crois sur les questions simples, il est que de 30 secondes, mais c'est des coches, donc c'est assez facile et sur la question où il faut écrire, il est de 1 minute 30 pour que vous ayez le temps quand même d'écrire la réponse, voilà. Je vous en dis pas plus, on va voir, on va tester. Une 1re, c'est une première, quasiment une première fois. J'ai fait une fois en cours en IFSI et donc là, c'est la deuxième fois que vous essuyez un peu les plâtres de nos tentatives de modernisation des modes de communication. On attend encore un petit peu parce que j'ai pour l'instant 27 participants. Je sais pas combien il y avait d'inscrits, j'ai pas regardé. On va laisser encore un petit délai, on va dire 2-3 minutes et puis après on va démarrer. Alors je regarde dans la conversation. Donc c'est www.wooclap.com et normalement vous arrivez, on vous demande le code de l'événement et vous mettez le code 120 MIN et normalement, ça devrait marcher. J'ai testé tout à l'heure, normalement ça marche. Je ne l'ai pas fait tester à quelqu'un d'autre, donc voilà, ça va être un peu la surprise de la matinée. On va voir si ça marche bien. En 29, est-ce qu'il y aura un 30e qui arrive pour qu'on bon, il est 10h05, on est 30. Donc, écoutez, on va démarrer. Est-ce que tout le monde a pu aller sur WooClap? Est-ce que tout le monde est à peu près, parce que du coup, quand je vais lancer, ça va démarrer le timer et du coup, voilà, si vous êtes pas dessus, vous aurez pas le temps. Alors, je laisse volontairement donc WooClap dans le chat et donc le code 120 minutes. Comme ça, si jamais comme ça, Sylvie, si jamais tu vois des questions apparaître, bah, tu pourras toujours, répondre. Voilà, parce que du coup, quand je vais démarrer, on ne verra plus aussi bien on verra plus le QR code en tout cas. Alors, je quitte du coup cette page-là et je vais lancer la presse. Est-ce que vous la voyez bien et est-ce que je peux me mettre en mode présentateur? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on la voit en grand écran ou pas, Sylvie? Non. Alors attends. Vue présentateur.
Mmh. Vous voyez quoi là, Sylvie? Tu veux me dire ou pas ce que vous je vais redonner le micro parce que sinon, ça va être compliqué. Touc, oh, autoriser les micros. Donc là, j'autorise tous les micros, hein, donc n'hésitez pas à les recouper pour que Alors Gwenaëlle, là pour l'instant, c'est vraiment ton écran d'ordinateur que l'on voit avec, l'ensemble des fenêtres. On voit bien un Woodclap, mais voilà, tu es sur Woodclap et on voit qu'il y a une présentation sur le côté, mais c'est tout. On voit aussi tes et là, on voit la diapo en grand, mais on voit Mais aussi c'est pas l'ensemble de en ton ordinateur, c'est ça. Il y a quelque chose en heu, présentation qui est un peu tout en bas. Je ne sais pas si, je cherche en fait le quoi? Ah oui, ça voilà, peut-être. ouais. Alors est-ce que du coup, est-ce que vous voyez au Oui, moins la diapo là, en plein écran? tout à fait et OK. là, c'est parfait. Et ben, donc voilà, je vais vous donc parce qu'après quand je vais passer à la diapo suivante, je crois qu'il y a déjà une question, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous parler de vous donner un peu des données de la mission nationale Primo, qui est la mission nationale, dont on va reparler justement, je vais pas spoiler. Et donc vous parler de consommation de solutions hydroalcooliques, de données sur les résistances bactériennes, un peu en national et aussi en régional. Et on va parler aussi un petit peu de bon usage des antibiotiques. Sachant que bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, enfin voilà, ou enfin s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. Donc la diapo suivante, il va y avoir une question. Donc comme je disais, peut-être qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route, il y a un timer et du coup, il y a 1 minute 30 pour répondre parce que c'est une question où il faut écrire. Donc du coup, j'ai laissé plus de temps. J'espère que ça ira. Bon après, c'est pas noté, hein, il y a pas de il y a aucun enjeu, c'est juste pour voilà, c'est pour, animer un peu aussi les échanges aujourd'hui. 120 minutes, c'est notre format en fait un peu, notre format le plus important en visioconférence qu'on va poursuivre l'an prochain. Ah, pas forcément pour le médico-social, hein, mais pour, l'ensemble des établissements, qu'on va essayer de décliner, je crois 4-5 fois par an. Enfin, je sais plus ce qu'on a dit hier, mais voilà, on va essayer de vous proposer de vraiment régulièrement des visios pour vous donner, de l'info et puis essayer aussi de créer des échanges entre nous. Voilà, donc c'est parti. Normalement, vous avez une première question. Quelles sont il y a une énorme faute d'orthographe, je suis désolée. Quels sont les 3 axes de travail de la mission nationale Primo? Et donc normalement, vous pouvez écrire plusieurs fois et voilà, il y a 3 réponses. Et donc vous avez 1 minute et quelques maintenant pour répondre. Ah, ça a pas l'air de marcher parce que je vois pas de réponse reçue. Il y a peut ah! Si, ça y est. Bon, j'ai peut-être pas laissé assez de temps, hein, je suis désolé. Bon, ce sera la prochaine fois, je le bon, il reste 10 secondes, ouais, j'aurais dû mettre 2 minutes ou même 2 minutes 30, mais bon, voilà. Écoutez, on fera la prochaine fois, ah, peut-être il y en a qui sont pas connectés, pour ceux qui sont arrivés. Voilà, on peut plus voter. Bon, bah, ça prouve que 1 minute 30, c'est pas assez. Donc je vais vous afficher la réponse. Je pense que c'est ce bouton-là. Donc il y a 3 grandes missions en fait, hein, qui ensuite se déclinent avec beaucoup de enfin il y a beaucoup de choses, hein, mais leurs 3 missions, c'est prévention des infections associées prévention des infections, prévention de la résistance aux antibiotiques et surveillance des résistances bactériennes et tout ça, dans les secteurs ville et médico-social. Voilà. Je passe à la suivante, du coup là, il y a pas de questions après, enfin je passe à la diapo suivante.
Donc je voulais vraiment vous faire quelques rappels sur cette mission nationale. Les missions nationales, hein, c'est des missions qui sont portées par un certain nombre de CEPIAS sur appel à projet qui est porté par Santé publique France. Donc ce sont des CEPIAS comme nous, hein, enfin comme notre structure, mais donc qui se portent candidats et qui ensuite bénéficient s'ils sont choisis, qui bénéficient d'un financement supplémentaire pour assurer leur mission nationale, en plus de leur mission régionale, qui sont ce que font tous les CEPIAS, qui là sont financés directement par l'Agence régionale de santé. Donc c'est vraiment un pilotage de Santé publique France. Heu et donc pour la mission Primo, donc comme je vous l'ai dit, hein, la mission Primo, c'est prévention des infections en médico-social et en ville, elle est portée, enfin elle est coordonnée par le CPIAS Pays de la Loire avec, un champ d'action qui est donc vraiment le médico-social et les soins de ville et donc les 3 missions, hein, c'est ce que je vous posais comme question, c'est donc la surveillance des résistances bactériennes qui s'appuie sur un outil que je ne vais pas détailler qui s'appelle Medcal, enfin on va en parler un tout petit peu, la prévention de la résistance et également la prévention des infections. Et donc là, on est rentré dans un nouveau mandat, un nouveau quinquennat, parce que ça fonctionne par période de 5 ans et donc il y a eu un re-appel à projet. Et donc là, c'est toujours coordonné par le CEPIAS Pays de Loire, mais ça regroupe 2 CEPIAS, le Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis cette année, ça rajoute 2 CRATB. Donc on en aura un petit mot tout à l'heure. Les CRATB, c'est les centres de référence en antibiothérapie. C'est une structure jumelle de la nôtre, mais le côté infectiologue et nous, on est le côté hygiène, et prévention des infections. Et voilà, il y a donc 4 structures régionales d'appui qui sont au sein de cette mission, enfin qui font partie de l'équipe Primo pour 2023-2028 avec un programme qui va être décliné donc, pour 5 ans. Voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne et donc nous, on se fait bien sûr le relais de cette mission nationale. On vous fournit leurs outils, on essaye de vous donner au fur et à mesure, à la fois ce qu'ils font, leur bilan, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait, hein. Le le bilan de leurs enquêtes et cetera et aussi tous les outils qui peuvent, vous être utiles, on peut les relayer. Si vous avez besoin de quelque chose, vous hésitez pas, ça peut être nos outils, mais ça peut être aussi les outils, de la mission nationale Primo ou des autres missions nationales, si besoin. Voilà, je vais pas aller plus loin sur les missions, sur la mission Primo. En tout, il y a 5 missions nationales, hein et la seule autre qui intéresse, alors si là je parle pour les jeux pour vraiment le secteur médico-social. L'autre mission qui vous concerne, c'est la mission Mathis, qui est une mission transversale, qui s'occupe de pédagogie, de communication. Les autres sont des missions vraiment dédiées au secteur, médico-chirurgical. Voilà pour, Primo, je vous ai mis le lien qui va sur leur site. Donc c'est là, nous, qu'on va chercher les outils. Vous aurez le diaporama, hein, il sera mis sur notre site, en même temps que le replay et donc vous avez tous leurs outils, en fait. Alors faut cliquer sur chaque, là, c'est une copie d'écran, hein, donc c'est une capture d'écran, mais si vous pouvez cliquer sur chaque, grande partie et vous allez avoir tous les outils qui vont apparaître par ordre. Ils sont classés par secteur et puis après ils sont classés par ordre chronologique, les plus récents étant les plus hauts et par grand thème en fait. Donc vous allez retrouver, les outils sur l'hygiène des mains, les enquêtes, enfin et cetera. Enfin je vais pas détailler parce que ce serait un petit peu, rébarbatif, mais vous sachez que vous pouvez vraiment trouver énormément de choses, sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Après, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aussi passer par nous. Mais si vous avez voilà, vous pouvez aussi aller, chercher ce qui vous convient le mieux, directement. Alors, on va parler d'une des enquêtes que porte la mission Primo, qui est une enquête sur la surveillance des consommations de produits trop alcooliques en EHPAD, qui est une enquête qu'ils font, tous les ans et qui est relayée justement par les CEPIAS, hein, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qui voilà, c'est les CEPIAS qui vont, ensuite, envoyer l'information dans les établissements. Est-ce que il y a des micros ouverts? Est-ce que vous pouvez faire attention? Ou alors je les recoupe, mais je vais peut-être les recouper, ce sera plus simple. Hop, option de la réunion. J'ai recoupé les micros, je les rouvrirai tout à l'heure.
Donc ça sert à que enfin, quel est le but? Alors là, j'ai vraiment pris, les diapos de la mission Primo, hein. Je leur ai emprunté leur diaporama parce que c'était voilà, c'est vraiment leur enfin, c'est leur enquête et plutôt que de réexpliquer, je préférais prendre directement leurs diapos. C'est l'idée, c'est les objectifs, c'est vraiment d'essayer d'avoir un état des lieux quantitatif de ce qui est utilisé, comme produit hydroalcoolique, dans les EHPAD, puisque c'est la technique de référence d'hygiène des mains et d'essayer de sensibiliser les professionnels en montrant des chiffres, en proposant des comparaisons entre régions et puis voilà, ça montre les tendances aussi, l'évolution, que je vais vous montrer, hein, l'évolution au fil des ans. Et donc ça permet aussi, du coup, d'adapter, nous, ce qu'on va proposer. Alors nous, en tant que CEPIAS, mais eux aussi en tant que mission nationale, en fonction de ce qu'ils constatent comme chiffres, ça permet quand même d'objectiver les choses et de pouvoir proposer, des actions, d'amélioration, adaptées aux chiffres, à quelque chose d'objectif. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau national, c'est la participation au niveau national. Alors vous pourrez constater, hein, que c'est même plus que relativement, hein, c'est quand même extrêmement faible comme participation, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que c'est juste factuel. C'est faible parce que vous savez je sais pas combien il y a d'EHPAD en France, mais vous savez que rien que dans la région, en EHPAD, non rattachés à des établissements de santé, je pense qu'on a plus de 700 et quelques EHPAD, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, ils ont plus de 1000 EHPAD, enfin voilà. Donc 1 900 EHPAD, à l'échelle de la France, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais pour plein de raisons, hein. Voilà, on sait qu'il y a des manques de moyens, des équipes de coordination pas complètes. Mais c'est vrai que du coup, on sait aussi que ça veut dire que ces chiffres, vont pas être forcément très représentatifs, de la réalité, sachant qu'en plus, et nous on le sait très bien, hein, par l'expérience des enquêtes, c'est que c'est plutôt les plus investis et les plus motivés qui participent. Donc ça veut dire que restent dans l'ombre en fait, probablement les chiffres les moins bons, on les voit pas. Donc évidemment, c'est toujours un peu, faut toujours interpréter les chiffres avec prudence parce que voilà, c'est pas très représentatif de la réalité. Par contre, vous voyez que quand même ça a un peu augmenté, hein, depuis 2020 évidemment, c'est une année, qu'on peut considérer comme une année blanche, hein, et ça s'est stabilisé. Alors voilà, on se dit qu'on aimerait bien augmenter et qu'en plus en Hauts-de-France, on est très en dessous de la moyenne nationale. Sachant que je crois qu'en plus cette année, ça va être vraiment, nettement, pire si je peux parce qu'il me semble que j'avais reçu la liste des établissements participants et que c'était vraiment, très bas. Voilà et vous voyez qu'il y a 2 régions, qui se distinguent quand même, au-dessus, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Je dirais qu'il y a une des raisons probablement, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes mobiles en hygiène dans ces 2 régions, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 100 des EHPAD qui sont, suivis par une EMH depuis assez longtemps et forcément ça va influencer ce genre de choses, hein. Ça va permettre de relayer sur le terrain directement et que ça passe pas juste par le CEPIAS. Ça va être plus, terrain et plus concret en fait. Voilà pour la participation. Alors ça, c'est des résultats au niveau, voilà de tout le pays. Alors évidemment, vous voyez que nous, finalement, en Hauts-de-France, on est plutôt pas mal, mais c'est aussi à rapporter à ce que je viens de vous dire juste avant, une très faible participation, donc c'est probablement pas très représentatif. Mais voilà, on peut quand même dire qu'on est pas mal. Sur ceux, en tout cas, qui répondent, il y a des chiffres qui sont plutôt corrects, hein, même si on est encore loin de l'objectif, hein. Vous savez que l'objectif, c'est 4 frictions par résident et par jour. Et donc là, on en est assez loin, hein, puisqu'on est à 2,50 et qu'en plus ça baisse et vous allez voir que ça a énormément baissé et c'est ça qui est un petit peu, enfin nous voilà, nous embête parce qu'au lieu de continuer à évoluer, à continuer à monter, au contraire ça a énormément baissé depuis 2020. Donc bon, voilà, on voit qu'on a encore du travail pour faire progresser, ces chiffres-là. Donc voilà, je vous ai montré, donc 2020-2021 et vous voyez que 2021, la médiane était à 2,24 et là, on est tombé à une médiane en dessous de 2. C'est quand même vraiment pas beaucoup, hein. Alors on dit pas que les gens se font pas d'hygiène des mains du tout. Il y a sûrement du lavage des mains au savon doux, mais quand même, ça veut dire qu'il y a vraiment une énorme marge de progression, sur ce sujet. C'est pas une surprise, hein, je pense, pour vous qui êtes sur le terrain, mais voilà, je voulais vous montrer les chiffres, qu'on a au niveau national. Ah, j'ai pas de chiffres régionaux, de l'année, 2022, plus précis que ça. On les a pas eus, j'espère qu'on va les avoir là d'ici la fin de l'année. Alors ça, c'est la tendance évolutive et c'est ça moi qui m'a quand même un peu, voilà,
Un peu désolé. Alors après, même si on pourrait voir le verre à moitié plein et dire, bah, par rapport à 2019, c'est mieux. Mais vous voyez, ça, c'est la proportion d'EHPAD, en fait, qui est en dessous de 4 frictions, donc en dessous de l'objectif, et ceux qui sont à 4 frictions ou plus. Sachant que 4 frictions, c'est pas énorme, en fait, hein, par rapport aux actes de, c'est tout personnel confondu, hein. Donc c'est pas non plus, 4 frictions par jour, tout professionnel confondu. Parce qu'en fait, si vous prenez une personne qui rentre dans une chambre, normalement, c'est 2 frictions, puisque c'est une avant, une après. Donc ça devrait, vous voyez, 2 personnes qui vont voir un résident, ça devrait déjà faire 4 frictions. Donc c'est vrai que, bon, on se dit que 4 frictions, ça devrait être atteignable et on voit qu'on ne l'atteint pas. Donc et vous voyez surtout qu'il y a 2020, alors 2020, on sait très bien pourquoi, hein. 2020, c'est l'année, c'est aiguë en termes de covid, mais ça prouve que c'est possible aussi et que finalement, quand il y a une inquiétude, bah, c'est fait. Donc voilà, nous on se dit il y a quelque chose il y a vraiment des choses à faire et certainement que la mission Primo se dit la même chose puisqu'on est passé de 28 d'EHPAD, alors c'est un échantillon, hein, c'est une cohorte de 853 EHPAD à l'échelle nationale, on est passé de 28 à 7,5 d'EHPAD qui sont au-dessus de 4 frictions, par résident et par jour. Voilà, c'était pour vous pareil, hein, pour vous montrer les chiffres et nous, bah, on va s'atteler à voir comment on pourrait les faire, repartir dans l'autre sens. Alors les conclusions, c'est qu'on a vraiment un faible taux de participation et ça du coup c'est ça va être notre job, hein. On va essayer de voir comment on peut faire plus de promotion. Essayer d'aller voilà, d'aller vendre, enfin d'aller, de cette enquête, de la diffuser mieux pour qu'elle soit mieux relayée, faire peut-être plus de relances. Enfin voilà, on va en discuter nous en équipe, parce qu'il y en aura une du coup en 2024, hein. Nos résultats sont meilleurs que la moyenne nationale, mais quelle est la représentativité? Étant donné qu'on a une faible participation, ça c'est toujours la question et on voit que les résultats baissent constamment depuis 2020. Ce qui bien sûr n'est pas, enfin voilà, nous embête parce qu'on sait très bien que du coup ça veut dire qu'il y a de la transmission croisée, des épidémies qui pourraient probablement être évitées ou du moins freinées beaucoup plus facilement s'il y avait une meilleure, friction hydroalcoolique dans les structures. Donc voilà, donc on va se retrousser les manches et puis on va essayer de voir comment vous accompagner au mieux sur ces sujets-là, dans l'année et les années qui viennent. Alors, quels sont les indicateurs de la stra oui, du coup, retournez sur vos claps, hein, les indicateurs de la stratégie nationale sur la friction qui concernent les EHPAD. Pourquoi j'ai les réponses qui s'affichent? Déjà? Ouais, bah, je pense que vous allez pas avoir le temps de friction avant soin, friction après soin, information résident et ICHA. Quels sont les bons indicateurs? Ouais, je suis désolé, ça va trop vite. Vous avez pas eu le temps de répondre. Bon, ben voilà, je suis désolé, je sais pas si on peut la relancer, je suis pas sûr que je puisse la relancer sans quitter complètement le diaporama. Donc la bonne réponse, c'est toutes les réponses sauf ICHA. ICHA, c'est vraiment un indicateur qui est réservé, enfin qui est pour les hôpitaux, mais qui n'existe pas en tant que tel dans les structures médico-sociales. Par contre, alors, je suis partie de la stratégie nationale, hein, c'est-à-dire que je vais vous faire je vous verrai après, j'ai une copie d'écran, j'ai une capture d'écran, c'est vraiment les indicateurs de la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance, qui sont donc des indicateurs opposables, hein. Voilà, c'est des choses qui sont demandées à l'échelle nationale et en fait, donc il y a le nombre de frictions par résident et par jour, mais vous êtes aussi concerné par les objectifs qui ont été fixés sur friction avant soin, friction après soin, enfin après tout contact, sachant que c'est du déclaratif là pour le coup. C'est est-ce que les gens, voilà, quand on demande aux gens combien de fois, enfin qui fait une friction avant systématiquement ou après systématiquement? Et il y a un indicateur qui est assez, me semble-t-il, pas évident, c'est l'information du résident sur la friction. Et donc il faut savoir que c'est aussi une demande au niveau national qu'il y ait de l'accompagnement à l'hygiène des mains auprès des résidents qui peut venir que de vous du coup, hein, des professionnels de santé, pour voilà, leur apprendre à eux à se frictionner et à les intégrer dans cette démarche parce qu'ils contribuent aussi à la diminution des infections et c'est évident que même si c'est les professionnels en premier, que également plus il y a de gens qui se frictionnent et moins vous avez de dissémination des micro-organismes quels qu'ils soient. En particulier en période épidémique, hein, si vous avez une épidémie de gastro-entérite en particulier, parce que les virus respiratoires se transmettent quand même beaucoup moins par les mains, mais épidémie de gastro-entérite, c'est sûr que plus il y a de gens qui font des frictions,
visiteurs, résidents et bien sûr professionnels, bah, plus vous maîtriserez le phénomène. Vous l'annulerez pas, hein, vous pourrez pas non plus, faut pas croire que si tout le monde faisait 100 d'objectifs de friction, il y aurait pas du tout d'épidémie, mais il y en aurait moins et elles dureraient moins longtemps et elles impacteraient beaucoup moins les structures. Donc voilà, je vous ai fait, c'est vraiment une capture d'écran des indicateurs nationaux, qui sont dans la stratégie. Alors j'ai pas remis le lien, hein, il y a une stratégie nationale de prévention des infections et l'antibiorésistance, mais qui est vraiment une feuille de route pour nous, qui est pas une feuille de route directement pour vous, mais c'est à partir de cette, stratégie nationale qu'on va décliner toutes nos actions. Nous, l'ARS, Santé publique France, c'est ce qui remplace le Propias, hein, pour ceux qui sont un peu familiers, le programme national de prévention des infections. Avant, il s'appelait le Propias et maintenant, c'est une grande stratégie nationale qui concerne à la fois, le sanitaire, le médico-social, les usagers, le grand public, les scolaires, les étudiants. Enfin, il y a tout dedans et c'est devenu du coup, c'est sorti de l'infection seulement associée aux soins, c'est toutes les infections et c'est aussi prévention de l'antibiorésistance et dans cette stratégie, il y a à la fin un certain nombre d'indicateurs et il y en a, ils sont classés, par, est-ce qu'ils concernent les établissements sanitaires ou que les EHPAD ou les établissements médico-sociaux ou les 2. Et donc là, je vous ai mis ceux qui vous concernent vous aussi. Donc friction déclarée par les professionnels, en établissement de santé et médico-social après avoir touché un patient ou un résident et ils ont mis patient, mais patient ou résident. Fréquence moyenne des frictions avant un acte de soin pour 100 situations et vous voyez que voilà, il y a des chiffres qui sont pas si mal que ça, hein, mais ça comprend les sanitaires, hein, donc en ESMS, on n'est pas du tout à ces chiffres-là, mais l'objectif, c'est d'atteindre plus de 90 pour tout le monde en 2025 et donc vous voyez quand même qu'on a un peu de boulot, en particulier, peut-être plus en médico-social qu'en sanitaire et donc je vais vous présenter après encore 2 autres indicateurs et puis après vous parler un peu de méthodologie d'évaluation pour que vous puissiez éventuellement, vous, faire votre propre auto-évaluation dans vos structures. Donc nombre de frictions, c'est celle dont on a parlé, ça elle est vraiment dédiée aux EHPAD. Alors après, elle peut très bien être déclinée ailleurs qu'en EHPAD, hein, enfin je trouve que c'est pas voilà, c'est pas assez EHPAD, au moins EHPAD femmes masse, enfin les endroits où il y a pas mal de soins. Après c'est vrai que quand vous allez dans le secteur, où il y a moins de soins, on pourrait dire que enfin l'objectif n'a pas été fixé, mais en fait 4 frictions par personne et par jour, ce serait valable n'importe où en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre quelque part, je vais faire un soin au sens large, je prends quelqu'un en charge, je fais une friction, j'ai fini de le prendre en charge, je fais une friction, ça fait 2 frictions. Il y a 2 personnes qui s'occupent du même résident, ça fait déjà 4 frictions. Donc en fait, même dans n'importe quelle structure d'accueil, d'hébergement, même sans soins, au sens infirmier du terme, enfin au sens, voilà, soins ou nursing, 4 frictions, c'est pas déraisonnable du tout, en fait, hein. Vous pouvez très bien vous l'approprier, même si c'est pas, même si c'est un indicateur au départ qui est dédié pour les EHPAD. C'est tout à fait déclinable ailleurs et vraiment, il ne faut pas vous en priver si, vous souhaitez, si vous avez les moyens de le faire en interne, cette auto-évaluation et vous fixez ça comme objectif. C'est pas réservé aux EHPAD, hein. Vous pouvez tout à fait vous l'approprier. Et puis donc ce dernier indicateur qui est la proportion de personnes, enfin de patients ou de résidents qui ont, reçu une information concernant l'hygiène des mains et vous voyez que, selon les enquêtes précédentes, elle était que de 36, ce qui est extrêmement faible et donc ils ont un objectif en 2025 de plus de 80 des gens, accueillis, soignés dans nos structures de soins au sens large, qui se sont informés sur, l'hygiène des mains en général et sur la friction hydroalcoolique en particulier. Puisque bon, voilà, il y a aussi l'idée que tout le monde et puis c'est vous savez, c'est quand même, le patient acteur de sa santé, le résident aussi acteur de voilà, de sa propre prise en charge. Alors évidemment, hein, il peut y avoir des limites par rapport à l'état cognitif des gens, mais je pense qu'il faut vraiment pas non plus, se dire: «Ah bah oui, mais de toute façon, ils peuvent pas comprendre». Enfin, se laver les mains, se désinfecter les mains, c'est quelque chose qui existe depuis, des siècles et qu'il faut vraiment, pas hésiter à en parler, hein. Bah, il y a à dire: «Bah, voilà, avant de manger, après, au cours de la toilette bien sûr, mais avant d'aller manger, avant toute activité, avant toute activité collective en particulier, après être allé aux toilettes évidemment, bah, oui, il y a de l'hygiène des mains, c'est normal et c'est très important». C'est quelque chose qu'on a un peu perdu en fait, hein, par rapport à, je sais pas, nos grands-parents et cetera, alors que franchement c'est,
absolument, essentiel et c'est très sous-estimé finalement, comme, facteur de diminution des infections. Voilà, alors ça, je vais vous détailler un tout petit peu les outils d'évaluation, qui existent. Alors je vais pas parler de Pulp Friction, qui est bien connu des hygiénistes qui ou enfin voilà, des gens impliqués dans l'hygiène, mais qui est un outil, qui est peut-être pas forcément peut-être plus adapté aux sanitaires. Enfin, en tout cas, sachez que vous pouvez aller voir, hein. Je veux pas vous priver de mais en tout cas, moi, je ne vais pas le détailler ce matin, mais n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous convenir. Enfin, c'est tout un outil, sur l'hygiène des mains et dedans, par contre, c'est dans celui-ci qu'il y a l'hygiène des mains des résidents, enfin l'information des soignés. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, la possibilité, en termes de ressources humaines, allez voir, c'est libre d'accès sans souci. Et par contre, je vais vous détailler un tout petit peu plus Prums, qui est un outil vraiment dédié au médico-social et je ne l'ai pas noté, mais Pulfriction, c'est un outil qui a été développé par Mathis, donc qui est la mission nationale communication pédagogie, dans qui est au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et Prums, c'est un outil développé par la mission Primo, donc la mission dont j'ai parlé au début de ma présentation. Donc ça, je vais vous le détailler un petit peu plus. Donc c'est PRUMS comme promotion, évaluation de l'hygiène des mains en établissement médico-social, dont le but est, de sensibiliser, les acteurs du secteur médico-social à l'importance de l'hygiène des mains, de les aider à c'est pour vous aider à élaborer un plan d'action et pour vraiment promouvoir évidemment le but, hein, c'est de promouvoir l'utilisation, des produits hydroalcooliques. Donc je vais pas, je vous ai mis après des copies des pareil, hein, des captures d'écran. J'ai pas tout mis parce que ce serait un petit peu rébarbatif. En tout cas, c'est une approche vraiment pluridisciplinaire. Il faut si possible que ce soit vraiment géré au départ, porté par l'équipe de coordination, hein, comme toute action, voilà, il faut que ce soit vraiment un élan collectif et alors on sait que vos équipes de coordination ne sont pas toujours complètes, hein, ça on sait que c'est un écueil, un frein énorme. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir une équipe de coordination complète, et un peu stable aussi, parce qu'évidemment ça va jouer. Bah, voilà, c'est vraiment ça peut faire partie des sujets dont vous vous saisissez, en faisant des réunions et voilà, en discutant de cet outil et en voyant comment le remplir. Par contre, il ne faut pas faire ça en période épidémique, c'est pas le moment. Il faut faire ça avant ou après, mais en tout cas, voilà, si vous êtes en pleine épidémie de gastro, d'IRA, enfin c'est pas le moment. C'est vraiment quelque chose il faut se poser, et c'est un outil, un peu qualité gestion des risques si vous voulez, hein. Donc vous allez faire une évaluation, vous allez voir par rapport à ce qu'on vous pose comme question, bah, vous allez voir un petit peu là où vous êtes bon et là où vous êtes peut-être un peu moins bon et vous allez pouvoir identifier, bah, des axes d'amélioration. Hein, c'est vraiment, enfin c'est un langage un peu qualité gestion des risques, mais c'est vraiment ça. J'évalue, je vois mes forces et mes faiblesses, je vois, l'écart par rapport à ce qu'il faudrait et du coup, bah, je peux mettre mon plan d'action raisonnable, hein, voyant, bah, je sais pas si c'est mise à disposition des produits alcooliques, c'est relativement simple. Il y en a pas ou il y en a pas aux bons endroits. Bon, bah, je réfléchis à où seraient les endroits stratégiques pour en mettre. Hem, Est-ce que les gens sont formés? Enfin voilà, je vais vous remettre un tout petit peu les questions après, mais l'idée, c'est vraiment de vous auto-évaluer, collectivement, hein. C'est vraiment, ce genre de démarche, il faut bien sûr que ce soit porté par l'équipe de coordination, mais il faut aussi que tout le monde soit partie prenante, sinon ça marchera pas derrière. Enfin, même si vous faites une auto-évaluation, mais que, s faut aussi en parler quoi, aux professionnels parce que sinon, quand il va falloir mettre les actions en place, bon, bah, ça va pas être suivi d'effet, quoi. Donc ça se présente comme ça, il y a que 6 pages, hein, c'est un outil assez, comment dire? C'est quelque chose qui est assez resserré quand même, hein. C'est pas un truc qui est énorme à mettre en place. Alors, ben, on sait que voilà, vous êtes parfois en manque de moyens, mais j'ai pas mis toutes les questions. Vous avez 4 chapitres. Premier chapitre, donc vous avez la date de réalisation de l'évaluation, c'est du Word, je vous ai mis le lien en fait, 2 diapos avant. C'est du Word remplissable. Donc soit vous l'imprimez, vous cochez au crayon, enfin au stylo, soit vous pouvez le remplir, en fait, chaque fois que vous cliquez sur une case, ça fait une petite croix. Donc comme ça, vous pouvez vous aussi vous le remplir, sur un ordinateur, quoi. C'est en Word. Donc voilà, ça, c'est les premières questions. Je les ai pas toutes mises. Est-ce qu'il est disponible? Oui, non, déjà. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Et puis après, il détaille un peu les endroits stratégiques. Donc déjà, vous avez aussi des pistes et ils vous disent où faudrait en mettre.
Hein, c'est des experts de prévention du risque infectieux qui vous disent: «Voilà, c'est là qu'il en faut». Alors c'est pas forcément exhaustif, ils ont mis 3 points de suspension, mais voilà, vous voyez, ils vous ont mis, voilà, entrée, salle à manger, couloir, hall d'accueil, salle de soins, enfin, je vais pas tout lire, ce serait trop long, mais ils vous donnent des pistes et après, il y a c'est souple, c'est-à-dire que c'est pas binaire, c'est pas oui ou non, c'est oui, non, mais vous pouvez aussi répondre partiellement. Je pense que dans la plupart des cas, ça va être oui partiellement. Selon mon expérience de visite sur le terrain, c'est souvent oui partiellement. Et donc là, bah, vous allez dire: «Ah bah oui, là j'en ai mis, mais là j'en ai pas mis. Bon bah là, faudrait que j'en mette» et cetera. Après, il vous demande aussi si vous avez tous les modèles possibles, hein, pour essayer de répondre à la à la demande, hein, qui est d'être aussi au plus près du soin. Donc ça on peut pas vous donner, comment dire, de choses figées parce que ça va vraiment dépendre de vos organisations aussi et même de de vos locaux. Comment c'est fait? Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y a des très grands couloirs? Est-ce que les soignants, où est-ce qu'ils mettent leurs chariots? Ah non, ils rentrent pas les chariots dans les chambres. Donc voilà. Comment est-ce qu'il y en a dans les chambres ou pas? Parce que est-ce que les résidents ont des troubles du comportement? Il faut pas en mettre dans les chambres. Enfin, tout ça, c'est à vous de réfléchir. On peut pas vous donner de recettes toutes faites. Le seul truc, c'est qu'il y en ait au plus près du soin. Et donc, bah, ça, faut trouver la solution. La solution, elle peut venir que de vos structures. Nous, on ne peut pas vous plaquer quelque chose de tout fait qui va être applicable partout, c'est pas possible. Après, si vous avez une problématique particulière, vous pouvez nous appeler, enfin nous joindre pour nous demander: «Voilà, moi dans ma structure, j'ai telle problématique, comment je fais?» Mais par contre, on ne peut pas vous donner là en webinaire un quelque chose voilà, qui serait adaptable partout, parce que ça va vraiment dépendre de vos structures, des résidents accueillis, de leur niveau cognitif, des types de professionnels que vous avez, des types de soins que vous faites et cetera. Voilà, après, est-ce que vous avez une organisation définie? Est-ce que vous avez bien vérifié que votre produit, il est virucide? C'est tout bête, hein, mais franchement, ce serait dommage d'avoir de la solution hydroalcoolique qui ne marche pas sur les virus. Parce que, c'est quand même, il y a pas que les virus, il y a les bactéries aussi, mais si ça marche pas sur les virus de la gastro, du covid et de la grippe, bon, il y en a plein d'autres, hein, mais en gros, si ça marche pas sur les virus, répandus, dans vos épidémies, bah, c'est bien embêtant parce que vous allez faire des frictions qui vont pas être tout à fait efficaces. Alors les produits les plus répandus, habituellement, utilisés dans les structures sont efficaces, sont virucides. Mais nous, on ne sait pas ce que vous avez comme visite de représentants, marchands de solutions et de solutions hydroalcooliques en particulier, donc vérifiez qu'il répond à la norme. C'est tout bête, hein, mais franchement, ce serait vraiment bête de passer à côté d'un truc aussi, important. Et puis, n'oubliez pas que si vous changez de produit, que vous le renouvelez, alors après ça dépend, si c'est du public, bah, il y a des systèmes d'achat, enfin voilà, il y a des, marchés publics et cetera, mais si, vous êtes libre de vos achats parce que, vous êtes dans le privé par exemple, bon bah, alors moi je connais très mal, hein, comment c'est géré, mais quand vous renouvelez au bout d'un temps, vous avez j'imagine des contrats. Voilà, bah, quand le contrat est à échéance, vous allez renouveler le produit. N'oubliez pas de demander l'avis de vos professionnels de terrain. Parce que ceux qui se servent de la solution hydroalcoolique, c'est les professionnels de terrain. Si la solution hydroalcoolique est de mauvaise qualité, si elle, a une odeur désagréable, si elle est, parce que franchement, moi j'en ai testé plein pendant le covid, parce que dans les magasins, il y en avait partout. On en a testé des dizaines de différentes. Il y a vraiment produits hydroalcooliques et produits hydroalcooliques, hein. C'est une certitude et donc n'hésitez pas à faire des tests, à proposer, des essais de tolérance et parce que, bah, vos professionnels, hein, et vous-même, hein, plus le produit est bien toléré, plus il sera utilisé. Ça, c'est certain. S'il est, alors après, il y a la qualité de la friction qui fait qu'il est bien toléré. Si c'est y a des frictions mal faites, il y aura des problèmes de tolérance. Mais il y a quand même des produits meilleurs que d'autres. Et moi, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, hein, mais c'est une réalité. Donc n'hésitez pas à demander l'avis des profé de vos pro de voilà, des gens de terrain parce que c'est eux qui vont faire, des frictions, régulièrement et en période épidémique, ils vont faire beaucoup de frictions. Ah, ils devraient en tout cas. Et donc un produit qui ne leur plaît pas sera d'autant moins utilisé. Ça, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est le chapitre 1.
Chapitre 2, je l'ai pas du tout mis en entier parce que, bah, donc j'ai mis que les 2 premières questions. En tout, je crois que je sais plus, il y a 16 ou 17 questions en tout, hein, sur tout le Prums. Donc là, c'est est-ce que vous avez ou pas la compétence, en prévention des infections dans votre structure? Enfin, soit dans votre structure, soit à l'extérieur de votre structure, parce que vous êtes rattaché à un hôpital, donc vous avez peut-être accès à une équipe opérationnelle d'hygiène, vous avez des équipes mobiles. N'oubliez pas que c'est un outil national, hein, Prums, donc bien sûr, il n'y a pas forcément la même chose d'une région à l'autre en France, hein. Il y a des régions qui sont plus ou moins dotées en expertise, du risque infectieux, plus ou moins dotées en équipe mobile en hygiène. Voilà. Est-ce que vous faites appel à votre, est-ce que vous avez des consultants externes? Est-ce que vous avez une expertise même en interne? Enfin voilà, ça vous demande un peu si vous avez de l'expertise, parce qu'on sait que ça influence l'hygiène des mains. Les établissements qui sont appuyés sont plutôt meilleurs, ont des voilà, arrivent mieux à implémenter, la solution hydroalcoolique que ceux qui n'ont aucune qui ne font jamais appel à l'expertise, soit parce qu'ils en ont pas, soit parce qu'ils y pensent pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est marqué: «L'appel ponctuel à votre CPIAS n'est pas considéré comme une équipe mobile en hygiène». Nous ne sommes pas équipe mobile en hygiène. On peut vous conseiller, mais on ne pourra pas être au quotidien avec vous parce que c'est pas possible sur le plan des ressources humaines. Voilà, chapitre 3. Donc le chapitre 2, il y a plein d'autres questions, hein, j'ai pas voulu tout mettre parce que ce serait un petit peu long. Après chapitre 3, c'est les actions de formation. Est-ce que vous faites déjà de la promotion régulièrement? Il vous propose, voilà, est-ce que vous faites, souvent, jamais, ou est-ce que vous le faites tous les ans? Est-ce que vous avez du matériel pédagogique, est-ce que vous en avez? Et si oui, qu'est-ce que vous avez comme matériel pédagogique? Ils vous font du coup, ça va vraiment vous donner, plein de pistes, hein. C'est-à-dire que ce qui vous est listé là, c'est des choses auxquelles vous pouvez avoir accès. Alors du coup, j'ai pas pensé, mais l'histoire du caisson pédagogique, vous voyez que c'est la première coche, enfin, c'est la première case. Je sais pas si vous voyez tous ce que c'est ce qu'on appelle nous les aussi, les boîtes à coucou. Nous, on en a. Donc vous, probablement, vous n'en avez pas, sauf ceux qui sont d'EOH dans la salle, hein, bien sûr, hein, je sais que les EOH, elles en ont. Mais les établissements qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, vous n'avez pas nécessairement de boîte à coucou, enfin de caisson pédagogique pour son nom officiel. Mais nous, on en a. On en a 2 à Amiens et on en a 2 à Lille. On les prête avec un petit livret pédagogique et on les prête, il faut venir les chercher par contre. Donc voilà, ça peut être on comprend bien, hein, ça peut être un frein, mais si, vous n'êtes pas situé à des heures de route d'Amiens ou de Lille, bah, vous pouvez venir la chercher, il faut aussi nous la ramener bien sûr. Mais n'hésitez pas, elles sont pas prises d'assaut, hein, on n'a pas, on a des demandes, mais voilà, elles sont souvent, disponibles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on peut et puis nous, on fait un certain nombre d'actions. Alors pareil, on peut pas aller partout, mais à l'époque de la journée mondiale d'hygiène des mains au mois de mai, on se déplace dans quelques établissements pour vous faire des ateliers avec vous. Mais c'est pas très compliqué d'animer un atelier d'hygiène des mains. Il faut juste qu'on vous explique un petit livret explicatif, qu'on vous explique comment ça marche et franchement, c'est tout à fait, enfin, c'est pas compliqué de s'approprier et ça marche bien, ça plaît bien en général aux professionnels parce que c'est un moment aussi un peu ludique, qui va permettre d'échanger sur la friction hydroalcoolique. Donc voilà, ils vous font une liste un petit peu de ce qui existe, sachant il y a des outils, il y a une boîte à outils Matisse. Je sais pas si tu peux la mettre dans la éventuellement, Sylvie, la box, Matisse, hygiène des mains dans le chat. Parce que c'est vrai que pareil, j'ai pas pensé à la mettre. Si vous avez des questions de toute façon complémentaires que ce diaporama n'y répond pas, n'hésitez pas à nous ressolliciter après en disant: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien faire une action d'hygiène des mains. Est-ce que vous avez des affiches, des flyers? Est-ce que vous avez du e-learning? Est-ce que vous» parce qu'il y a plein de choses qui existent. Nous, on sait où les trouver, on vous les enverra volontiers. Voilà, n'hésitez pas, il y a une grosse boîte à outils sur le site de la Mission nationale Matisse avec plein de choses. Donc voilà. Nous, on a vraiment plein de choses sous la main. On peut pas forcément venir vous aider, mais par contre, on a plein d'outils clés en main, en fait, que vous pouvez utiliser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà le chapitre 3 et donc alors je vais juste vérifier. Ouais, donc là, on est là du coup, on arrive aux questions 16, 17, 18 et enfin les dernières questions, c'est le chapitre 4.
c'est est-ce que vous faites des actions, de la communication en fait, hein. Et donc, oui ou non et puis après pareil, il vous détaille un peu ce qui est possible de faire. Donc ça peut vous donner pareil des idées. Donc pareil, vous voyez, on vient de parler de la journée du 5 mai, bah, justement, c'est la journée mondiale d'hygiène des mains. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire le 5 mai, vous pouvez le faire, avant, après ou même toute l'année, hein, il y a pas de mais c'est vrai que c'est comme c'est une action du coup, internationale, nationale, régionale, c'est le moment disons de remettre un petit coup de et en plus en général, on est quand même hors épidémie au mois de mai, y ça en principe, ça peut arriver, hein, mais en principe, on est quand même loin des épidémies hivernales. Donc ça peut être l'occasion, voilà, de refaire des actions et puis il cite aussi la semaine sécurité des patients qui effectivement est un bon moment pour reparler de ça. Mais vous pouvez le faire à tout moment de l'année, hein, il y a pas de règle évidemment et puis ils vous font une autre effectivement la liste de ce qui existe comme, éventuellement comme outil, pour vous aider. Voilà, je crois que j'en ai fini sur ce chapitre-là, je vais donc on va arriver Alors, sur la sur oui, il y a une petite question, oui, Gwenaëlle. Donc c'est oui, par rapport aux établissements qui adhèrent en fait à un groupement pour les achats et ouais. notamment, celui, national Unia. Oh, Donc Uniachat, la ouais. question est demandée si, on sait, qui a Alors testé en fait les produits non, je pourrais hydroalcooliques? pas t Carole, je pourrais pas te dire. Après, je sais qu'à Amiens, tu vois, ils avaient il y a quelques années de ça, hein, quand j'étais à l'équipe d'hygiène, ils avaient vraiment fait des tests, ils avaient proposé alors plusieurs marques, hein, et ils avaient vraiment fait des tests dans les services, tout ça était bien organisé et ils avaient choisi, heu, ouais, c'était en fonction des retours des services qu'il y a eu des choix. Alors c'était certainement guidé par les cadres et cetera. Après je pense que c'est quelque chose qui est fait régulièrement effectivement, mais je pourrais pas te dire plus. Savoir qui teste les différents produits les plus, je sais pas si tu peux te renseigner auprès aussi de du coup, toi, ton service d'achat, tu vois? Savoir comment ça se passe si on veut organiser un parce que je sais qu'à l'hôpital, on fait pas ce qu'on veut en termes d'achat, donc voir comment c'est possible de tester avant. Je pense que les commerciaux, tu vois, du coup, ils seront pas ils seront pas opposés à ce que vous testiez un nouveau produit parce qu'il faut pas non plus, on fonctionne souvent avec des habitudes. Et voilà, faut peut-être pas se priver d'aller voir ce qui se fait de alors bon, globalement, les grandes entreprises sont toujours les mêmes, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas eu non plus une révolution, moi, j'ai pas cité de marque, mais ouais, on connaît bien tous, les grands porteurs de l'hygiène des produits hydroalcooliques, mais voilà, faut pas se priver éventuellement de changer, hein, pourquoi pas, hein. Ceux qui sont utilisés dans la plupart des hôpitaux sont très bien, mais il y en a peut-être d'autres qui sont très bien aussi. Donc, globalement, enfin pour tout le monde, enfin je pense que les équipes d'hygiène présentes là, le savent bien, mais surtout utiliser un produit sans parfum. Parce que, même si ça vous semble sympa d'avoir un truc parfumé, bah, en fait avec le temps, d'abord les parfums, bah, on est très, je veux dire, ce que vous aimez vous n'est pas forcément ce qu'aime votre voisin, hein. Enfin, il y a des odeurs qu'on peut détester, même si ça sent très bon, sur le plan en théorie. Et puis surtout on se lasse, beaucoup. Et en plus ça veut dire qu'il y a un parfum, ça probablement un parfum de synthèse, donc ça fait un irritant, enfin potentiel. Ça fait une source d'allergie supplémentaire. Donc Tout prenez comme un les produit colorants. voilà, enfin vraiment produit qui doit être complètement transparent et qui doit être inodore enfin inodore. Ça sent un peu l'alcool, mais cela dit, il y a vraiment des grosses différences parce que moi je me souviens que avec tout ce qu'on a essayé pendant le covid, il y avait des trucs, à peine on les mettait sur les mains, on avait le goût de l'alcool dans la bouche et c'est très désagréable et ça doit être une question d'évaporation ou de texture et il y en a d'autres, ça fait pas du tout ça. Donc ça sent un peu l'alcool, oui, mais et donc normalement, il y a aussi des produits émollients. Alors par contre, si vous les testez, avant de les faire tester, faut bien rappeler les techniques de friction, hein, parce que la tolérance cutanée dont on a parlé tout à l'heure, elle est bien sûr liée à la qualité du produit, mais elle est liée à la qualité de l'hygiène des mains et si les gens font des frictions à la va-vite et que se sèchent font pas au bout de la friction, ils vont avoir, quel que soit le produit, le meilleur produit du monde, ils vont avoir des irritations cutanées. Parce que c'est l'alcool ça sèche, hein, donc par définition, voilà, c'est quand même un produit, ça contient quand même toujours beaucoup d'alcool, hein, les PHA. Donc il faut vraiment faire la friction jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça alors je sais pas vous on devait pas faire un cours d'hygiène des mains aujourd'hui, mais jusqu'à ce que ça accroche un peu et là vous avez les émollients et donc vous avez normalement les mains sèches et douces à la fin de la friction. Si vous obtenez pas ça,
alors soit c'est que le produit est vraiment de mauvaise qualité, soit c'est que vous n'avez pas fait votre riction convenablement. Et donc avant de vous lancer dans des essais, il faut vraiment rappeler, ça je dis ça parce qu'il n'y a pas que des équipes d'hygiène, qui sont présentes. Les hygiénistes le savent très bien, mais c'est sûr qu'avant de lancer des essais, il faut absolument, rappeler voilà, le bon usage des solutions hydroalcooliques. Sinon, du coup, vous aurez quelque chose qui va être biaisé d'emblée. Et donc ouais, Carole, bah, je pourrais pas te dire. Après, je sais qu'Amiens, il l'avait fait, mais je sais pas comment et c'était il y a plusieurs années de ça, hein. Donc après, ça pourrait être un truc d'échange entre vous, entre hygiénistes, de poser un peu la question à quelques collègues, pour essayer d'avoir des réponses. Parce que là, c'est un sujet sur lequel je pourrais pas t'en dire plus. Voilà, que vous dire d'autre? En tout cas, n'hésitez pas, enfin, à faire des actions de promotion, hein, si vous en avez. Alors bien sûr, hein, c'est ceux qui ont quand même un peu de moyens humains en interne. Si vous avez pas d'IDEC, si vous avez pas de alors médecin co, on sait qu'il en manque 30 donc faut pas s'en priver, même si vous avez pas de médecin co parce que bon voilà, mais si vous avez pas d'IDEC, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser les outils qui sont cités dans l'outil Prums et puis éventuellement à nous solliciter en disant: «Bah, voilà, moi j'ai envie de faire une action hygiène des mains, est-ce que vous pouvez me redonner les liens et les outils qui existent?» Voilà. On va aller sur la résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'hygiène des mains? Parce qu'on change vraiment de sujet après. Il faudra vous remettre sur WooClap, parce que je me fasse pas avoir comme juste avant, parce qu'il va y avoir des questions, de nouveau des petites questions. Je sais plus si c'est la diapo tout de suite après, mais il va y avoir des questions, de 2 ou 3 questions, je crois, sur la résistance aux antibiotiques, et la surveillance et je vais vous donner quelques chiffres régionaux et nationaux sur, les résistances bactériennes, et je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça marche cette histoire de surveillance. Là, j'ai mis donc le logo de Primo, mais aussi le logo de Medcal, qui est le réseau de surveillance des résistances, heu, en médico-social et en ville. Donc il y a pas Médico d'autres Il y a questions, pas d'autres Gwenaëlle, questions? hein, sur l'hygiène des mains pour l'instant? Bah, c'est très bien. Et bah, écoutez, donc soyez prêts à dégainer votre smartphone. Je ne sais plus, je crois que c'est pas juste après, mais ça va pas tarder. Alors voilà, ça c'est le fameux réseau justement Medcal. Enfin, c'est le réseau de laboratoires sur lequel s'appuie ce Medcal, qui est, un réseau de laboratoires d'analyse médicale, hein. LBM, c'est le laboratoire de biologie médicale et donc vous voyez que ça a quand même bien progressé entre 2018 et 2022 en termes de nombre de laboratoires participants. Donc les laboratoires, en fait, envoient leurs données. Oui, vous aurez le diaporama, bien sûr. Vous aurez le diaporama et vous aurez alors je peux pas faire plus en grand, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi je suis déjà, alors attends, là c'est pire. Moi je suis déjà en plein écran, en fait, Amélie. Mmh, ouais, tac tac tac, bon. Je suis désolé, mais ça va, c'est enfin, il va falloir que j'apprenne à me servir mieux de WooClap, hein. C'était voilà, j'ai voulu innover, mais du coup, j'ai pas encore toutes les fonctionnalités. Hem, Tu ne je peux sais pas je plus grand, Gwenaëlle, tu sais? je non, je Je crois pas. pense pas qu'on puisse. Du coup, pardon, oui, donc c'est un réservoir de laboratoire de ville qui donc envoie ces données, enfin, envoie ces données, alors normalement, ils peuvent les envoyer sous n'importe quel format et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je relaie auprès des laboratoires de la région, parce que pour leur dire que c'est plus simple peut-être que ce qu'ils croient. Ils envoient leurs données donc à la mission nationale, enfin à Medcal, hein, mais qui est associée à la mission nationale Primo et qui va ensuite, faire des analyses, et faire des comparaisons et nous faire un rapport régional et faire un rapport national et donc, bah, vous voyez que le nombre de laboratoires participants a beaucoup progressé, entre 2018 et 2022 à l'échelle donc de la France entière. Par contre, vous le voyez déjà sur la carte que les Hauts-de-France, ben, ils sont un petit peu, il y a une petite grappe du côté de Lille, mais que quand même, il y a des trous, quoi et effectivement, vous allez voir on n'a pas un taux de participation très, très bon, en région Hauts-de-France. Donc, ce qui est demandé, c'est tous les antibiogrammes des prélèvements à visée diagnostique de patients vivant à domicile ou résidant d'EHPAD, hein, donc des données qui sont dans les laboratoires d'analyse médicale et ce qui est exclu, c'est tout ce qui est dépistage
et c'est les patients qui sont hospitalisés, puisque ceux-là et les patients hospitalisés, ça va être pris, dans la mission, alors ça s'appelle plus Consores à partir de cette année, mais dans la mission SPARES, qui est une autre mission nationale qui s'occupe de prévention de l'antibiorésistance, mais dans le secteur, sanitaire. Et donc ce qui est ciblé, c'est les Escherichia coli, enfin c'est les entérobactéries, mais ces 4 là plus particulièrement parce qu'elles sont tout simplement les plus répandues, hein. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae et Klebsiella, donc aerogenes, mais c'est vous allez voir majoritairement en fait les données qui ressortent, c'est coli et Klebsiella. Et puis il y a aussi le Staph doré dont je ne parlerai pas ce matin, mais il demande aussi les données sur Staphylocoque doré. Alors je ne sais plus si c'est la prochaine diapo où j'ai un petit quiz. Attention. Non, pas encore. Donc vous voyez quand même qu'à l'échelle de la France, c'est assez considérable ce qu'ils arrivent à récupérer, alors même qu'ils ont une participation qui n'est pas, totale, loin de là. Je crois qu'il y a 40 des laboratoires au niveau national qui participent, ce qui est déjà, très bien, hein, mais voilà, si on était à 100 des laboratoires, vous imaginez le nombre d'antibiogrammes, donc ça fait quand même une énorme base de données, c'est très intéressant, hein. 840 000 antibiogrammes, c'est considérable. Donc ça fait quand même des données qui commencent à être assez intéressantes. C'est pas mon biostatisticien qui va me contredire, mais quand on a des grands nombres comme ça commence à devenir quand même assez intéressant statistiquement. Donc on a, voilà, presque 840 000 antibiogrammes collectés, c'est 95 un peu plus, d'entérobactéries et c'est très, très, très majoritairement des prélèvements urinaires. Pourquoi? Parce qu'en ville, en ville, c'est quasiment enfin moi j'ai travaillé en laboratoire de ville, il y a quasiment que des ECBU en bactériaux en ville, hein, et puisqu'en plus on exclut justement les patients hospitalisés parce qu'après vous avez d'autres prélèvements, mais c'est plutôt justement dans les cliniques. Là, vous allez avoir des prélèvements, de pus, enfin de péropératoires et cetera. Mais en ville, en laboratoire vraiment de ville, c'est effectivement, je pense quasiment 100 de prélèvements urinaires, parfois un peu de prélèvements cutanés, pas toujours très bonne qualité, quasiment pas de prélèvements respiratoires. Donc évidemment, c'est tout à fait logique, hein. Et donc vous voyez qu'ils ont la plupart du temps, quasiment que des Escherichia coli. Donc je vais pas faire de stats, mais vous voyez 85 de coli, 98 de prélèvements urinaires, 85 de colis, ça veut dire que les données de résistance qu'on a, elles sont intéressantes, en termes de oui, effectivement, c'est enregistré et le diaporama sera accessible, bien sûr. Donc ça fait vraiment des chiffres très intéressants, en particulier sur colis, un petit peu moins sur Klebsiella, mais même si c'est 10, bon, 10 vu le nombre d'antibiogrammes global, ça fait quand même des chiffres qui sont sympas, quoi. Et donc dans la grande majorité des cas, ces chiffres concernent des antibiogrammes de prélèvement réalisés pour des patients, en ville, des patients à domicile, hein, pour plus de 95 et le reste, c'est les résidents d'EHPAD. Donc vous voyez que ça fait des beaux chiffres. Et donc je vais vous donner un peu de pourcentage de résistance, donc je crois que c'est peut-être après que vous avez cette fois le quiz. En EHPAD, en France, hein, le taux de résistance des Escherichia coli aux céphalosporines de 3e génération, à votre avis, il est proche plutôt de 3 10 30 ou 50? Donc voilà, je vous pose la question, qui est peut-être pas facile, hein. Taux de résistance donc des colibacilles, Escherichia coli au C3G en France, en EHPAD. Alors, ouais, ça me redit qu'il faudra la prochaine fois que je vous laisse beaucoup plus de temps pour répondre, parce qu'il y a qu'un tiers des gens qui ont pu répondre. Alors, vous voyez, que, on est à 8. Alors, vous voyez le petit logo, hein, c'est la petite maison, c'est pour la ville et le petit immeuble, c'est pour l'EHPAD et donc vous voyez qu'on est aux alentours, en fait, de 10. Alors, je sais plus ce que j'avais mis. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fait alors il y a en fait, finalement, vous êtes, sur ceux qui ont eu le temps de répondre, vous êtes plutôt pessimiste, hein, parce que, vous alliez sur, 30 majoritairement. Alors non, c'est aux alentours effectivement, de 10 et vous voyez qu'en ville, c'est aux alentours de 3. Alors sachant que c'est uniquement sur des prélèvements, urinaire, hein, donc après on sait pas ce qui se passe, si on faisait des prélèvements, de dépistage, on ne sait pas quelle proportion on aurait. Mais en tout cas dans les ECBU qui sont quand même le reflet de ce qui se passe dans la sphère digestive, hein, puisque vous savez que Escherichia coli, c'est le premier germe impliqué dans les infections urinaires tout simplement parce que c'est le premier germe présent dans la flore digestive et c'est par proximité, anatomique, en particulier chez les femmes et donc vous voyez que bon,
8 c'est quand même beaucoup, hein, parce que si, en fait, l'Escherichia coli, normalement, il est sensible à tout. Enfin, il est sensible même à l'amoxicilline en théorie, hein. Donc, presque 10 de résistance aux céphalosporines de 3e génération en EHPAD, bah, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que s'il y a une pyélonéphrite, bah, vous avez 10 de chances, que si vous voulez mettre une céphalosporine de 3e génération, ça ne va pas marcher. Donc c'est pas c'est heureusement qu'on n'est pas à 30 je dirais, hein, mais et vous voyez que pour la Klebsielle, par contre, ben, au niveau national, vous voyez que c'est énorme. Alors évidemment, c'est pas le premier germe impliqué, mais on est à plus de 20 et ça continue à monter. Alors vous voyez que par contre, la tendance quand même est plutôt, on ne sait pas si ça va se maintenir, alors ça a augmenté constamment depuis 20 ans, mais c'est en train plutôt de se stabiliser, voire de diminuer. Donc ça nous donne un tout petit peu de, on se dit: «Ah bon, peut-être que finalement les politiques de bon usage, elles marchent un petit peu». En tout cas, ça c'est plutôt, il y a une petite tendance à la diminution sur certains indicateurs. Donc c'est plutôt rassurant, enfin rassurant. Je suis peut-être un peu optimiste. En tout cas, on préfère que ça continue, ça diminue plutôt que ça continue à monter. Voilà, on va le dire comme ça. Mais vous voyez par contre chez Klebsielle, hein, c'est quand même pas la même histoire. On est à 20 de résistance. Donc si vous avez une, pyélonéphrite encore une fois, acéphalosporine de 3 chez Klebsielle, là pour le coup l'échec thérapeutique il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus risqué en fait, hein, on a beaucoup plus de risques de se tromper en empirique. Alors, ensuite, les données primo donc pour les Hauts-de-France. Donc vous voyez qu'un de nos axes, enfin nos, je dis parce que nous, va falloir, ça va être forcément faire partie de notre job, d'essayer de recruter, enfin d'encourager les laboratoires des Hauts-de-France à plus participer pour avoir plus de chiffres, hein. C'est toujours plus intéressant puisque vous voyez que dans notre région, il n'y a que, 24 de laboratoires participants. Alors c'est probablement une histoire de peut-être informatique, d'interfaçage et cetera, de difficulté à extraire des données, mais peut-être aussi que c'est un manque d'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on retravaille. Vous voyez que c'est un petit peu mieux en Nord-Pas-de-Calais qu'en ex-Picardie. Donc en tout cas, voilà, moi j'aimerais bien, essayer de faire participer davantage les collègues pour essayer d'être meilleur, enfin d'être plus représentatif en fait, c'est toujours pareil, hein. Plus on a de chiffres et mieux on aura, enfin plus ce sera, fiable et fidèle à la réalité, et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant pour nous, d'avoir des chiffres, plus précis en fait. Parce que ça permet aussi d'adapter nos on sait que nos mesures, enfin nos propositions seront plus adaptées à la réalité et c'est quand même, plus satisfaisant. Alors je crois qu'après on arrive sur une nouvelle question du coup qui concerne les Hauts-de-France, donc sur Booklap. Un petit quiz de nouveau. En Hauts-de-France, en EHPAD toujours, hein, la proportion de BLSE chez dans les colis urinaires, à votre avis, c'est plutôt 3, plutôt 10 ou plutôt 30? Donc colis, BLSE cette fois. Alors BLSE, BLSE, et c'est pas C3G, c'est vraiment précisément les BLSE qui ont pu être diagnostiqués dans des colis urinaires, en Hauts-de-France cette fois et toujours en EHPAD. Alors les réponses sont assez contrastées. Heu, donc voilà, la bonne réponse, hein, c'est proche, de 10, ce qui rejoint finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, et plus précisément 9,6 pour l'EHPAD, et vous voyez qu'en ville, par contre, c'est plus faible. Alors vous voyez, bien sûr, les chiffres sont pas les mêmes en termes d'échantillons, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que majoritairement, très majoritairement, les ECBU étaient des ECBU de ville, et donc vous voyez que ça, c'est les chiffres. Donc à gauche, vous avez la carte pour les EHPAD et pardon, la ville, pardon, et à droite pour les EHPAD. Donc vous voyez que les chiffres sont moins bons en EHPAD, ce qui peut tout à fait, s'expliquer, hein, enfin s'expliquer. En tout cas, on peut tenter de l'expliquer, et c'est des gens qui sont probablement en moins bon état de santé, qui ont peut-être reçu plus d'antibiotiques, qui sont plus institutionnalisés. Il y a certainement plus de transmission croisée aussi. À domicile, il y a la transmission croisée intrafamiliale, mais il y a voilà, après ça s'arrête, quand même à la porte du domicile. Donc c'est tout, ça paraît assez logique, et vous voyez qu'il y a quand même un département où ça atteint, des chiffres, quand même assez inquiétants. Il faut juste rapporter ça à l'échantillon qui n'est que de 6 ECBU, enfin 6 antibiogrammes. Mais il y a quand même 16 de BLSE, donc dans l'Oise, hein, c'est quand même beaucoup, et donc vous voyez qu'on est aux alentours de 10 de BLSE, ce qui est pas mal, hein, parce que ça évidemment c'est que les ECBU, c'est que les prélèvements cliniques. Vous pouvez être sûr que si vous avez 10 de BLSE dans les prélèvements cliniques, vous avez beaucoup, beaucoup plus de porteurs
de BLSE en rectal. Ce qui rappelle l'importance énorme de la, transmission croisée, enfin du risque de transmission croisée et donc de l'importance de l'hygiène des mains, pour y revenir. Ouais, alors ça sur l'histoire des moyens informatiques, bon de toute façon je suis pas sûr, je pense pas qu'il y ait de gens de professionnels des laboratoires ce matin présents, mais en fait, a priori, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on en fait, le Metcal s'adapte, Primo et Metcal s'adaptent en fait au laboratoire. Ils peuvent même, en fait, le laboratoire envoie son fichier sous le format qui lui convient le mieux et ça, moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps et donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on en fasse la promotion parce que c'est peut-être pas si compliqué en tout cas, ça vaut le coup d'essayer de faire de la promotion de cette affaire-là. Donc ça, c'est pour, les Escherichia coli et il va y avoir une autre question après sur les Klebsiella. Donc pareil, préparez votre smartphone, parce qu'il va y avoir de nouveau un petit quiz. C'est pas après, c'est juste après celle-ci. Donc ça, c'est un peu plus en détail. Alors si on veut, comme je disais tout à l'heure, voir le verre à moitié plein, ce que je fais volontiers, mais avec un peu de réserve parce que ça reste très important. Mais vous voyez que quand même les chiffres se sont améliorés. Il y a un pourcentage, il y a quand même un taux à la baisse, ce qui est une excellente nouvelle, hein, quand même, voilà, il ne faut pas non plus se priver de dire qu'il y a quelques nouvelles. Alors ça reste important, 10 de BLSE, c'est même énorme, mais voilà, ça a quand même baissé, donc est-ce que c'est l'effet du bon usage? Est-ce que c'est l'effet, des programmes de prévention du risque infectieux, d'hygiène des mains? Ça, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ça s'est amélioré. Vous avez en vert, le régional et en noir le national. Et vous avez donc la ville et l'EHPAD et vous voyez que c'est beaucoup plus élevé, pour l'EHPAD que pour la ville, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà et si on veut aussi disons satisfait de nos chiffres en région, on est en dessous, du réseau, mais on n'a pas une représentativité idéale, donc toujours pareil, hein, quand la représentativité est pas bonne, enfin quand on n'a pas suffisamment d'échantillons, on n'est pas sûr que nos chiffres soient réellement représentatifs de la réalité. Mais en tout cas, on est quand même, meilleur que l'ensemble du réseau et on est, au-dessous des indicateurs de la stratégie nationale qui sont, en dessous de 3 pour le colis, ah bah, il y a une erreur à mon avis. Je pense que c'est pour les Klebsiella il y a une erreur. Ça, c'est pas moi, du coup, c'est pas moi, c'est la diapo de mon collègue de Primo et il a mis 2 fois le colis, donc il y a une erreur, mais j'avais pas vu. Donc ça, je revérifierai, il faudra que je corrige avant de vous le je vais me le noter parce que donc c'est peut-être 3 pour les colis et peut-être 8 pour les Klebsiella, il faut que je vérifie ça. Indicateurs nationaux. Je corrigerai ça avant de vous le renvoyer. Voilà et donc la prochaine diapo, c'est un quiz sur les Klebsiella, cette fois le même que tout à l'heure, mais sur le pourcentage de résistance dans les Klebsiella. Donc je vous le mets maintenant. Donc la proportion de BLSE chez les Klebsiella pneumoniae urinaires dans notre région. À votre avis, il serait de combien? Alors, et ben, en fait, ouais, il est entre 15 et 20 tout de même, pour Klebsiella, hein. Donc c'est très, très différent pour Klebsiella et pour coli. Alors on peut un peu se rassurer, puisque c'est beaucoup moins fréquent, la Klebsiella, que le coli sur les infections urinaires. Mais enfin, ça veut quand même dire que, bah, vous avez les médecins ont une bonne chance d'avoir un antibiotique qui va peut-être pas marcher. Alors là, je parle pas de la cystite, hein, parce que la cystite, on n'est pas sur les céphalosporynes de troisième génération en traitement, empirique. Mais si on a une, pyélonéphrite, pour le coup, on risque d'avoir un traitement qui ne va pas marcher. Et encore, je vous ai pas mis les chiffres chez les hommes. Alors c'est parce que c'est des tout petits effectifs, mais dans la prostatite, c'est assez cata parce que en fait, les molécules recommandées sont celles où il y a beaucoup de résistance et du coup, ça peut entraîner vraiment des échecs thérapeutiques. Voilà pour, les quiz que je voulais vous proposer aujourd'hui.
Et donc les données, la Klebsiel sur Hauts-de-France, BLSE, en EHPAD et en ville. Donc vous voyez qu'on est à plus de, voilà, on n'est pas à 20%, mais on est quand même à 17% de BLSE dans les Klebsiel dans notre région en EHPAD sur les ECBU qui ont été envoyés en laboratoire et dont les résultats ont été envoyés ensuite au réseau Medcal. Et vous voyez qu'il y a une région où ça approche même les 30%, enfin un département, pardon, où ça approche les 30%, c'est encore l'Oise, mais encore une fois sur un tout petit échantillon, puisque c'est seulement sur 3 antibiogrammes. Donc évidemment, bon, voilà, quelle est la représentativité de ça, mais néanmoins, c'est pas des chiffres qui nous font plaisir, quoi. Voilà pour les données primo, et puis donc encore une tendance, encore une fois, à la diminution, ce qui est quand même une nouvelle, qui nous, du coup, on est content, enfin on est content, on est un peu plus content, parce qu'on passe quand même de 26% à 17%. Mais on aimerait bien baisser encore, et en tout cas, il ne faudrait vraiment pas que ça réaugmente parce que c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà des freins, enfin des contraintes énormes sur la enfin des risques d'échec thérapeutique qui sont quand même non négligeables. Voilà pour, l'antibiorésistance dans la région. Est-ce qu'il y a des questions sur ce thème, ou pas? Non, il y en a pas dans le Il y en a chat, pas dans le Gwenaël. Il chat. y avait juste la remarque par rapport au laboratoire, mais que tu as lu déjà. Oui, 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 mais effectivement, je pense que c'est un des sujets, hein, le problème de l'interfaçage, mais comme le médecin de primo qui est venu à la journée régionale de pathologie infectieuse a dit que c'était des envois sous le format qui convenait le mieux au laboratoire, je pense qu'il y a vraiment aussi l'importance de faire de la communication de notre part, et puis voilà, d'essayer vraiment de les recruter autant que faire se peut en s'appuyant sur l'URPS par exemple. Enfin voilà, je pense que ça va être un des trucs qu'on pourrait essayer de faire en 2024. Je vais vous parler un tout petit peu de bon usage. Alors, c'est pas mon domaine directement, c'est le domaine des infectiologues, mais comme on relaie, alors je vous ai expliqué tout à l'heure que il y a donc le CPIAS, centre de prévention, enfin centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins et des infections d'ailleurs tout court, mais qui est donc une structure qui abrite des spécialistes de l'hygiène ou de la prévention du risque infectieux, pour le dire plus, pour employer un terme qui est plus utilisé maintenant, c'est prévention du risque infectieux. C'est ce qu'on appelle la PCI ou PCI prévention contre les infections, ou PRI prévention du risque infectieux. Et puis on a des collègues qui sont des infectiologues qui, eux, s'occupent plutôt d'infectiologie de façon plus clinique, et de bon usage des antibiotiques, et qui sont au sein, enfin, qui ont créé, enfin là c'est l'ARS, hein, mais qui a créé une structure jumelle de la nôtre qui s'appelle le CRATB, Centre de référence en antibiothérapie, avec lequel on est très lié, hein, puisque c'est Karine Faure qui est la responsable à l'échelle régionale, qui est la PUPH d'infectiologie de Lille, et avec qui on travaille très régulièrement, pas quotidiennement, parce qu'elle a pas toujours le temps, mais avec qui on est vraiment en lien, et nos feuilles de route sont liées et enfin, elles sont différentes, mais elles sont coordonnées. Voilà, donc il y a plus, je vous ai mis quelques outils, j'ai essayé de pas en oublier, il y en a sûrement d'autres, mais il y a un outil qui peut vraiment, enfin, que je vous encourage à télécharger, c'est le triptyque antibiothérapie en Hauts-de-France, qui a été fait à la fois, enfin qui a été évidemment fait par les infectiologues, mais qui est aussi porté par les unions professionnelles, les URPS, par l'ARS et par le CEPIAS, qui est tout récent, qui a été mis à jour en juillet dernier. Et donc, je ne sais pas s'il y a des médecins là qui sont présents derrière des écrans, mais même s'il n'y a pas forcément des médecins de chaque structure, ben, n'hésitez pas à relayer, hein, s'il y a des idées, des directeurs, voilà, enfin des hygiénistes, relayer ce document, parce que c'est vraiment là les recommandations régionales en infectiologie, enfin en antibiothérapie, des infectiologues de la région, qui vous rappellent, ben, les bonnes pratiques, les rappels des situations qui ne nécessitent pas d'antibiotiques. Et vous avez les molécules, les posologies, les durées, hein, c'est vraiment, vous avez, c'est un petit peu dense, hein, c'est un format, c'est un A4 en triptyque, recto verso, mais vous avez toutes les situations cliniques que vous pouvez rencontrer. Donc vraiment, c'est un outil qui peut vous être très utile, et puis vous avez aussi les coordonnées des infectiologues des Hauts-de-France, qui peuvent être, appelés dans votre secteur. Ça, c'est une liste, alors du coup, ça, c'est les coordonnées qui ont été mises donc par Karine Faure, hein. Ils sont et les équipes d'infectiologues, donc les numéros de téléphone ont été, en principe mis à jour. Si jamais il y avait une difficulté, bah, à ce moment-là, il faudra
contacter, contacter éventuellement enfin les Carine ou enfin pour essayer de vérifier qu'il y a pas une erreur, mais normalement c'est eux qui les ont mis, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc n'hésitez pas à contacter si vous n'avez pas d'infectiologue en interne, ce qui est le cas des EHPAD en général, s'il n'y a pas de compétences, bah, voilà, vous avez la liste ici des infectiologues des hôpitaux les plus proches en fait, hein, qui vont pouvoir vous appuyer, si vous n'avez pas alors, servez-vous du triptyque, si la réponse à votre question n'y est pas, vous pouvez appeler un confrère, qui pourra vous aider. Et puis j'avais trouvé, il y a une web série, Bon usage des antibiotiques qui est sortie tout récemment, que vous pouvez aller voir. Alors il y avait qu'une seule vidéo qui concernait, parce que sinon c'était bronchiolite, enfin je sais plus, mais il y avait, c'était des thématiques qui concernaient pas le médico-social, mais celle-ci, c'est prise en charge des plaies chroniques, je l'ai pas regardé, hein, mais je pense que ça peut valoir le coup, pour les médecins d'aller regarder ce que ça raconte. C'est des petites vidéos assez courtes qui vous rappellent un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, sur différentes thématiques. Il y en a d'autres, hein, mais c'était la seule qui me semblait adaptée, aux EHPAD. Autres, outils qui ont été faits, ils n'ont pas été mis à jour. J'avais demandé à Carine Faure, mais ils n'ont pas été mis à jour parce qu'ils restent valables. Ils datent de 2018. C'est 2 flyers, qui sont sur, la pertinence et la qualité des prélèvements bactériologiques. Parce que vous savez que, un prélèvement qui est fait alors qu'il ne fallait pas le faire, va entraîner des antibiotiques qu'il ne fallait pas prescrire. Ça, c'est imparable, hein. C'est-à-dire que si vous faites un ECBU, qu'il ne fallait pas faire parce qu'en fait, il n'y a pas d'infection urinaire, mais qu'il a été fait parce qu'on se dit: «Ah oui, mais les urines sentent pas très bon», et ben, en fait, il va être fait, on va trouver des germes dedans, hein, ça c'est sûr, parce que les urines ne sont pas stériles bien longtemps, et chez la personne âgée, la colonisation urinaire est extrêmement répandue et donc bah, il va y avoir des germes, il va peut-être y avoir derrière, une prescription d'antibiotiques qu'il ne fallait pas mettre parce qu'il y a pas d'infection urinaire. Donc ça rappelle voilà, le prélèvement qu'il ne faut pas faire et comment il faut le faire. Parce qu'un prélèvement de qualité donnera, de bien meilleurs, sera beaucoup plus fiable et permettra du coup, de prescrire à bon escient, les antibiotiques. Il y en a un pour l'urinaire et il y en a un pour le pulmonaire. Je vous ai pas mis la capture d'écran, mais c'est le même, ils sont sur le site du GILAR, je vous ai mis les liens. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à aller les chercher, les télécharger, les imprimer, nous on en a alors, on n'a pas le flyer antibiotique parce qu'il n'a pas été reprographié, mais par contre, les flyers, prélèvements, on les a en repro et franchement, n'hésitez pas, enfin quand on vient, on peut vous en amener, on en mettra à disposition lors de nos journées de nos trucs en présentiel, faut pas qu'on oublie d'ailleurs. Parce que nous, on les a reproduits et on n'a pas forcément eu la possibilité de vous les faire parvenir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous rappeler donc le CRATB, en fait, ça s'appelait avant le CRAIF, mais c'est la même chose, enfin, c'est la même chose. C'est le CRAIF qui est devenu le CRATB parce que c'est une obligation nationale d'avoir des CRATB, c'est ce nom-là qui a été choisi, au niveau du ministère. Mais avant l'obligation des CRATB, on avait déjà un centre régional qui s'appelait le CRAIF, Centre de référence en antibiologie et infectiologie des Hauts-de-France et les numéros de téléphone n'ont pas changé. Donc la démarche qui est demandée de la part du CRATB, c'est d'abord alors ça concerne en général pas les EHPAD, mais en tout cas pas ceux qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé. Première étape, si vous avez besoin d'un conseil en infectiologie, c'est l'infectiologue, du coin, enfin «du coin» entre guillemets, hein, enfin du territoire avec lequel vous avez peut-être l'habitude de travailler, en tout cas celui de l'hôpital, le plus proche et si vous n'avez pas la réponse à votre question, ou si pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas réussi à le joindre, ensuite le CRATB qui du coup c'est 2 numéros et il y a une espèce d'astreinte si vous voulez, aux horaires de bureau, hein. C'est 9h-18h du lundi au vendredi, c'est 2 numéros, un pour le Nord-Pas-de-Calais, un pour, l'ex-Picardie et voilà. Mais c'est plutôt première étape, je cherche l'infectiologue le plus proche et dans un deuxième temps, pour pas surcharger d'appels en fait le CRATB parce que, bah, voilà, il va y avoir une seule personne, enfin 2 personnes du coup, hein, pour toute la région, et ça ouais, c'est des infectiologues de terrain qui ont aussi d'autres, et vous savez qu'ils sont pas très nombreux donc voilà, essayez de respecter cette hiérarchie en fait d'appels pour pas surcharger le centre régional. Parce que c'est vrai qu'après ils ont du mal à répondre à tout le monde, de s'il y a trop de demandes. Et puis n'hésitez pas à vous servir du flyer, dans un premier temps qui donne vraiment toutes les indications,
des situations courantes, on va dire. Et enfin, je voulais vous dire un mot de l'enquête nationale de prévalence. J'ai mis ENP, hein, c'est Enquête nationale de prévalence en EHPAD, hein, 2024, qui est une enquête, bon, les hygiénistes la connaissent bien, hein, il y a la même en sanitaire, qui est une enquête, portée par Santé publique France, qui a lieu tous les 5 ans, en principe, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il me semble que la précédente, elle est un peu plus ancienne que ça, mais il y a eu Covid aussi entre 2, hein, qui a un peu freiné toutes ces activités-là. C'est une enquête sur la prévalence des infections et la consommation d'antibiotiques dans les EHPAD. Et donc il y a une période d'enquête bien déterminée qui est du 15 mai au 28 juin de l'année prochaine, avec des établissements qui ont été tirés au sort, puisqu'ils ils font comme ça, depuis, maintenant, enfin, c'était déjà comme ça pour l'ENP en sanitaire. Ils tirent des établissements au sort, qui sont, du coup, heu, appelés à participer de façon, prioritaire, mais tous ceux qui veulent et qui peuvent, enfin, peuvent participer. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas tiré au sort, vous pouvez bien sûr participer. Au contraire, ça augmentera l'échantillon et c'est avec plaisir, en fait, que voilà, qu'on accueille ceux qui sont pas tirés au sort. Alors c'est le CEPIAS, hein, qui va piloter ça à l'échelle de la région, enfin qui va vous donner toutes les informations. Donc on est en train pour l'instant déjà de vérifier toutes les coordonnées et cetera. Donc ça, c'est notre travail de fin d'année. Fin janvier, il y aura des mails d'information et puis ensuite, il y aura une présentation. Alors ceux qui pourront venir, hein, le 19 mars prochain, on fait une journée régionale à Lille, dédiée, au médico-social. Donc si vous pouvez, bah, venez, hein, ce sera à Lille, à l'IGR. Ce sera redit, hein, ce sera recommuniqué dans nos infos flash et cetera, mais voilà, on peut déjà vous donner la date, 19 mars prochain. Le programme n'est pas encore fait, mais il sera établi, bientôt et communiqué. Et puis donc on fera des webinaires pour revenir à l'ENP, fin mars, début avril, on fera des webinaires on proposera c'est 2 fois le même, hein. 2 webinaires de formation, pour, former les enquêteurs de terrain, parce que c'est bien dans vos structures que cette enquête sera menée. Nous, on ne va pas pouvoir la mener évidemment, hein, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir aller dans tous les EHPAD de la région pour remplir des questionnaires. Donc ce sera porté nécessairement par les équipes, de terrain et en particulier, bah, les idées qu'est les médecins co, pour remplir donc ces questionnaires sur la prévalence des infections et la consommation d'antibiotiques dans vos structures. Voilà. Je crois que j'ai fini. Voilà. Je vous ai remis les coordonnées du CEPIAS, les deux numéros de téléphone des secrétariats et l'adresse, générique qui